Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur Je gère en maths. Merci Marie-Hélène et Stéphane d'avoir accepté de venir nous présenter Je gère en maths, le tome 1, donc calcul numérique et littéral. Je vais vous laisser la parole du coup pour vous présenter et puis enchaîner du coup sur cette présentation. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je me présente, donc je suis Stéphane Bardot, je suis professeur de mathématiques. Donc, j'ai enseigné pendant 8 ans en collège. J'ai été amené après à devenir formateur à l'UFM SP pendant 8 ans, où j'étais en charge de la formation des professeurs des écoles et des professeurs de collège-lycée, donc avec vraiment des préoccupations autour de l'articulation des liaisons école-collège et puis collège-lycée. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je suis retourné en établissement, que je suis maintenant en lycée, où j'enseigne en seconde générale et particulièrement dans les filières technologiques. Donc, ce qui explique un peu toutes ces motivations. Donc, j'ai eu le plaisir d'écrire ce livre avec Marilyn Le Youank. Donc, je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai un parcours un peu similaire, même s'il est plus long pour une question d'âge que celui de Stéphane, avec un début de carrière en collège pendant plusieurs années et un passage au lycée, suite à un déménagement, une mutation. Je me suis retrouvée en lycée et j'ai toujours gardé en tête ce problème de transition de la troisième à la seconde. Les changements de cycle sont une étape parfois difficile à négocier pour les élèves et donc, étant passée au lycée, je me suis beaucoup interrogée sur les difficultés de certains élèves avec mon regard en fait et mon expérience de collège. Tout ceci m'a amené moi aussi à faire de la formation après et à intervenir très régulièrement sur des groupes de formation initiale, de formation continue. Et ces groupes ont toujours été mixtes au sens qu'ils permettaient de réunir des professeurs de collège et des professeurs de lycée, parce que je pense que le dialogue est très intéressant. Et c'est vrai que ce travail est assez particulier. Ce n'est pas un cahier d'exercice classique hein, comme on en a sur un niveau, et il vient très clairement de cette double expérience analogue qu'a Stéphane et que j'ai moi aussi, de notre expérience de terrain. Voilà, je te laisse le présenter. Peut-être Stéphane, on ne va pas alterner comme ça pendant toute la présentation parce que c'est peut-être un peu compliqué, ça fait un discours un peu haché. Et donc, Stéphane va vous présenter le cahier à notre nom à tous les deux. Alors, on souhaitait d'abord vous présenter pourquoi ce cahier. Alors, c'est vraiment un cahier qui a pour objectif de travailler les automatismes, de troisième pour le collège, mais surtout pour le lycée, et pas seulement pour la seconde. Ça sert énormément aussi en filière technologique, où la partie automatisme s'est énormément développée. On peut le voir dans les épreuves de communes qui ont été mises en place. Et donc, c'est un outil qu'on trouve une continuité sur l'intégralité du lycée. Et donc, on avait vraiment envie de travailler sur les automatismes. Alors, pas que nous, finalement, puisque c'est aussi une réponse à des besoins qui avaient été identifiés dans le rapport Villani-Torossian, qui montrait que cette nécessité de travailler les techniques, les automatismes, de manière à pouvoir décharger les élèves d'un certain nombre de tâches. C'est toujours un peu dommage que les élèves passent à côté d'un raisonnement intéressant de recherche d'extrémum en seconde parce qu'ils bloquent sur un problème de factorisation d'identité remarquable. Et donc, l'idée, c'était en travaillant ces automatismes de pouvoir assurer la disponibilité des élèves pour travailler des choses plus intéressantes. Donc, vraiment, c'est cette partie de là. Et puis, l'idée, c'était vraiment de se nourrir des erreurs des élèves que l'on connaît, que l'on rencontre. Et donc, du coup, on avait un peu tous nos élèves qui sont apparus à des moments donnés et toutes les erreurs qu'on a pu voir dans les classes en tant que formateur. Donc, c'est un petit peu tout ça. Donc, on a essayé de l'illustrer. Je vous montrer par exemple
une première page si vous regardez le partage, hop, je vais vous montrer, si vous voyez la première diapo qui se trouve, la première BD qui se trouve tout en haut. Voilà, je te propose de multiplier ton nombre de bonbons, tu en es d'accord? Oh bah oui, alors je multiplie par 0,5. Et puis, bien entendu, l'élève se rend compte qu'elle en a moins. Et donc là, c'était vraiment une erreur classique qu'on souhaitait revenir, c'est-à-dire multiplier, c'est pas forcément agrandir. Alors, si on a voulu travailler cette erreur-là, c'est qu'elle a plein de conséquences qu'on va retrouver tout au long du programme. Par exemple, les élèves qui veulent diviser quand ils veulent utiliser un coefficient multiplicateur qui correspond à une réduction, etc. Donc, on est parti sur des erreurs classiques qu'il fallait déconstruire. Donc, on est parti là-dessus, où on est parti, hop, le zoom, mais je n'arrive pas à sortir de mon zoom, voilà, ou des erreurs qu'on va retrouver pas forcément en BD, mais dans des petits exercices. Je vais vous en montrer un autre comme ceci, donc on va prendre le temps après de le feuilleter. Hop. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai plus la main. Voilà, sur le feuilletage, voilà. Donc, si vous voyez, on a des exercices où on demande... Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me met pas la bonne page. Voilà. Des petits exercices un peu techniques. Vous voyez l'exercice 8 tout en bas. Je vais zoomer un petit peu dessus. Ces erreurs classiques où les élèves cherchent à simplifier dans les calculs de fractions. On voit ça, donc c'est assez classique. On a voulu les faire apparaître. Et puis des erreurs plus classiques où ils rayent les divisés, ils ne savent pas s'ils ont le droit de rayer et diviser ou pas. Donc voilà, on a nourri tout ça des réflexions, des erreurs qu'on connaît, de par nos pratiques, de par nos formations et de ce que disent aussi les recherches. Alors, on est parti sur une structuration. Donc, je vous présente le sommaire. On va rentrer un peu dans le détail du cahier. Et donc, c'est un cahier. Alors, le cahier, pourquoi on est parti là-dessus? C'est un premier avantage, c'est que l'élève peut écrire directement à l'intérieur du cahier. C'est son objet à lui. Il a le droit de se tromper à l'intérieur. Et donc, c'est aussi pour nous, en termes de pratique, c'est aussi un gain de temps. Je pourrais y revenir par la suite. Et puis, ça a un intérêt pour nous, en tant que prof, et pour l'élève, c'est que c'est un condensé des rappels de tout ce que l'élève doit connaître finalement sur les automatismes de calcul numérique et littéral. Donc, un vrai condensé. Alors, on est parti sur un sommaire. Vous pouvez voir, il y a 16 séquences qui ont été chacune très souvent subdivisées en petits éléments. C'est rare, c'est entre 1 et 3 pages au maximum par petit élément. Alors, pourquoi ce grain très fin? Ça permet comme ça à l'élève d'aller retravailler soit uniquement le point qui lui pose problème et d'identifier facilement, d'aller le retravailler soit sous notre direction, soit en autonomie, puisque ce cahier est disponible en parascolaire, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui aura lieu, qui peut très bien l'acheter de façon totalement autonome ou l'utiliser en classe. Alors, moi, je vous raconterai un petit peu comment moi j'utilisais en classe par la suite. Donc, un grain assez fin, finalement, en quelques pages, on retravaille l'élément particulier de manière à être assez précis. Alors, chaque séquence est organisée à peu près de la même façon. Autour, donc je vais vous en montrer, une. Voilà, donc vous avez un jeu fait le point qui finalement reprend pas mal d'éléments. Donc, avec toujours quelque chose d'assez court, qui permet comme ça de retravailler les éléments essentiels que les élèves doivent retenir. Alors, doivent retenir et pas simplement des formules. On peut avoir des concepts qui sont réaffichés à l'intérieur. Donc, une partie vraiment, je fais le point, suivie de petits exercices qui sont entièrement corrigés. Alors ça, j'insiste, c'est qu'on a fait le choix de ne pas mettre que les réponses, mais de vraiment mettre les corrections détaillées à la fin du cahier. Et donc, ça peut être très pratique pour les élèves et pour nous quand on travaille avec eux. Donc, une partie, je fais le point, une partie exercice. Alors, vous voyez, illustré souvent avec des BD. Et puis, des petites bulles comme ça qui sont disséminées, qui permettent d'être des coups de pouce pour les élèves.
avec différents statuts. Donc, on va avoir des bulles qui sont plus des conseils ou des bulles élèves qui permettent de dire les choses avec des mots élèves qui sont parfois plus compréhensibles quand les élèves se parlent directement. Donc, ces petites bulles ont un rôle très important et nous ont vraiment permis de parler à l'élève ou de parler entre élèves. On a aussi une partie importante, vous pouvez le voir en orange, sur fond orange, là, en bas à droite de la diapositive, avec un petit chapeau, avec un petit drapeau là qui est marqué vers la seconde. Alors, qui sera un petit peu, je vais revenir après, mais c'est un petit peu le prolongement de ce que l'on pourrait imaginer des exercices. Ces séquences sont systématiquement proposées donc, avec l'intégralité des corrections et aussi avec des je teste mes automatismes. Donc, à la fin, l'élève peut voir ce qu'il a retenu ou pas de la séquence et voir ce qu'il a besoin, s'il a besoin de la retravailler ou pas. Donc, ça, sur le principe des évaluations assez rapides, en 20 minutes maximum, sans calculatrice, l'élève teste cette partie-là. Alors, je vais rentrer un peu, maintenant que vous voyez un petit peu le cahier, on va rentrer un peu dans la philosophie de ce cahier. Alors, c'est pas qu'un cahier d'exercice. Contrairement à ce qu'on pourrait y croire, on ne cherche pas simplement à faire tourner des techniques, etc. On cherche aussi à faire de la remédiation sur des choses qui posent des difficultés régulièrement aux élèves. Alors, je vais vous donner deux exemples. Alors, je vais revenir sur la page ici. Je vais vous donner deux exemples qui vous permettront de comprendre un petit peu. Si je suis au bon endroit, voilà. Je réduis. Voilà, donc je réduis. Souvent, les élèves font des erreurs. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais dans le premier exercice qu'on propose, font des erreurs sur le x carré plus 2x. Ils vont nous raconter que c'est du 3x cube ou des choses de cette nature-là. Et donc, on a fait le choix de remédier en utilisant ici un changement de représentation en repassant par les aires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent comme stratégie de remédiation. Et puis, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi utiliser ça pour les factorisations. Donc ça, c'est une stratégie de remédiation qui est moins utilisée. Et donc, on passe pas simplement notre temps à faire des exercices, on propose des méthodes pour faire comprendre aux élèves qui n'auraient pas compris la réduction avec des stratégies légèrement différentes. Alors, sur le programme, puisque c'est fléché troisième flèche seconde, il faut comprendre la philosophie de ce cahier. Alors, ce cahier ne contient pas d'éléments qui soient spécifiques au programme de seconde. Il n'y a pas de nouveautés qui sont traitées dans le cahier. C'est-à-dire que tout est faisable par un élève de troisième. Ce qui va changer, c'est le niveau de maîtrise. Alors, on peut tout à fait donner des exemples sur x carré égale a. Ben, x carré égale a. Au collège, on va plutôt s'intéresser à x carré égale 17. Et puis là, on pourrait très bien s'intéresser au carré de x plus 2 égale 17 en seconde. Donc, tout est faisable par un élève de troisième, mais ce qui est fléché vers la seconde, c'est un changement en termes de niveau de mise en fonctionnement. Et donc là, c'est vraiment important de comprendre que pour nos élèves de troisième, ça permet de la différenciation vers le haut, en disant, voilà, toi, tu sais tout faire dans nos attendus, mais tu peux aller plus loin, tu peux commencer à faire tourner sur des choses qui sont du programme de troisième et qui sont plus denses. Et puis, pour les élèves de seconde, prendre le temps de reconstruire tout ce qui était en difficulté en troisième et de rebasculer après jusqu'aux attendus, au niveau de maîtrise attendu en seconde. Donc, on a ce double objectif et c'est vraiment un objectif pour la gestion de la différenciation en classe ou dans les pratiques que je vais parler après. Donc, du coup, si on revient un tout petit peu sur la première... Je vous donnais mal au cœur à faire bouger la souris dans tous les sens comme ça. Alors, j'espère que c'est un peu plus... Je vais reprendre cette partie-là.
regardez bien, le jeu fait le point sur les pourcentages. Alors, on a fait un jeu fait le point qui reprend un ensemble d'éléments qui commence de la 6e jusqu'à la 3e et dont on se sert en permanence, mais qui pose des difficultés. Et donc, on réinsiste, puisque les élèves ont encore des difficultés sur les ordres de grandeur d'un pourcentage, ou le fait que 25%, ça soit un quart, c'est une vraie difficulté en seconde pour comprendre la notion de quartile, par exemple. Donc, on a pris le temps de reconstruire les éléments du programme de collège et pas simplement de 3e dans l'ensemble des jeux fait le point. Voilà, hop. Alors, je ne dis pas de bêtises. Alors, même si on a vraiment été très attentif pour le programme de 3e, pour les petits changements de regard, je vais vous montrer. C'est de celui d'après, excusez-moi. Voilà. Donc, dans un jeu fait de points sur les pourcentages d'évolution, donc je vous l'affiche, on l'a vraiment traité dans l'esprit du programme de 3e, avec une méthode pour l'augmentation, en disant je fais 1 plus P%, et une diminution, c'est 1 moins P%. Donc là, on est vraiment dans l'approche collège, alors qu'au lycée, on serait plutôt dans 1 plus T%, où T est le taux d'évolution. Donc là, on a vraiment fait le choix de l'écrire en version collège pour qu'il soit mobilisable. Et les questions qui sont vers le collège, vers la seconde, vont permettre aux élèves de rentrer progressivement dans des réflexions qui vont préparer à la seconde, mais qui n'apportent pas de nouveaux outils. Donc, une vraie vers la seconde, donc je peux vous montrer un petit peu ce que l'on avait en tête. On va poser des questions où on a des évolutions successives. On va se poser la question de la réduction du pourcentage de réduction globale ou finalement d'évolution en pourcentage. Ça permet déjà là de rentrer progressivement dans le programme de seconde en ne s'appuyant que sur les éléments de 3e. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment je m'en suis servi en classe. Alors, pas le cahier, parce qu'il n'était pas encore édité, donc j'ai imprimé pas mal de feuilles. Je remercie le lycée pour avoir permis autant de photocopies. Je m'en suis beaucoup servi. Alors, je vais vous expliquer les deux manières dont je m'en suis servi. Donc, du coup, je m'en suis servi pour donner certaines séquences à certains élèves. C'est-à-dire, tel élève avait besoin de telle notion particulière, retravailler en première techno, retravailler les nombres relatifs ou problèmes avec les carrés. Donc, j'ai photocopié cette partie-là avec la correction pour qu'il retravaille en autonomie et puis qu'il vienne me revoir la séance d'après, le cours prochain ou après qu'il l'ait fait, de manière à me reposer des questions. Donc là, c'était vraiment une différenciation où je pouvais proposer à ceux qui en avaient besoin. Donc ça faisait vraiment travailler l'autonomie. C'était du temps hors la classe, donc ça, effectivement. Et puis, je n'avais pas donné à tout le monde parce que pour certains, les nombres relatifs, c'était totalement fait. Après, j'ai utilisé beaucoup plus une utilisation en classe, où cette fois-ci, la gestion de l'hétérogénéité, je l'ai fait au sein d'une même séquence. Et donc là, moi, j'ai travaillé particulièrement sur factoriser, qui était une vraie difficulté pour mes élèves, mais je pense que ça doit concerner aussi vos élèves. Et donc, je leur ai proposé de partir vraiment sur le chapitre entièrement. Je leur ai donné la séquence entière avec les corrections complètement. Et les élèves sont partis, ont commencé à travailler, et puis ils avaient les corrections. Alors, très perdus par les corrections, puisqu'ils m'ont dit, mais monsieur, à quoi ça sert qu'on fasse les exercices si on a déjà les réponses? Donc là, ça a été intéressant de rappeler avec eux que ce n'était pas la réponse qui comptait, mais le savoir que l'on construisait à ce moment-là. Et ils se sont engagés. Et alors là, ça m'a permis vraiment une chose, c'est de me dégager du temps pour les élèves qui bloquaient, puisque ceux qui avaient compris avançaient dans les exercices, ceux qui bloquaient regardaient les corrections et puis pouvaient comme ça se débloquer et questionner leurs voisins. Et moi, je me suis retrouvé très disponible pour les quelques élèves qui étaient vraiment en difficulté sur cette partie factorisée. Et puis, ça a permis à d'autres élèves qui finalement allaient très très vite d'aller vraiment dans des niveaux de maîtrise qui étaient importants et qui ont été faire vers la seconde assez rapidement. Donc moi, mon objectif, c'était au départ que tout le monde reconstruise les bases de 3e. Mais là, ça m'a permis aussi
de faire la différenciation vers le haut en permettant à tous les élèves de reconstruire ces connaissances. Alors après, je leur donnais un petit peu de différenciation en demandant à tel et tel élève de reterminer tel exo pour qu'on puisse faire un bilan et une synthèse en classe. Alors j'étais un peu frustré qu'ils n'aient pas le cahier parce que du coup, beaucoup de photocopies, c'était un peu perdu. Mais du coup, l'année prochaine, dans le lycée où je suis, le lycée a fait le choix d'acheter le cahier pour l'ensemble des élèves de seconde, puisque ça répondait aussi aux besoins de l'équipe de maths, qui appréciait de pouvoir finalement avoir un lieu unique pour travailler ces automatismes et une reprise comme ça de l'ensemble des contenus et des cours. Marie-Hélène, donc du coup, si tu peux compléter Oui, sur peut-être que j'ajoute quelques petits trucs. Oui, ce qui nous paraît intéressant dans ce support unique, hein, dans ce cahier, c'est que ça permet de faire de la différenciation, comme tu le disais, Stéphane, de la remédiation, mais sans l'effet d'étiquetage que l'on voit parfois dans ce cas-là en créant des groupes, disons, étiquetés bons, moyens, faibles. Et on sait que ça engendre ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Hein. Si je suis dans le groupe faible, ben je sais que je vais avoir du mal, c'est que je ne saurais pas faire. Et donc, il n'y a pas de stigmatisation. Il y a une avancée au rythme de l'élève. Ça, on sait que c'est aussi quelque chose qui est vraiment essentiel, avec une possibilité de correction par lui-même, d'essayer de comprendre son erreur grâce à la correction, de solliciter l'enseignant uniquement quand il bloque, même sur la correction. Ça simplifie aussi l'organisation du travail de la classe, que les élèves soient sur la même séquence ou sur des choses différentes dans le cahier. Les premiers exercices de base sont souvent très simples, hein, une application immédiate après le petit bilan de savoir du début. Ce n'est pas forcément inutile, même pour les élèves qui maîtrisent déjà. Et puis, aussi cette idée de permettre à l'élève finalement de raccrocher à partir du niveau où il est, sans se mesurer forcément aux autres, de pouvoir avancer, de se dire déjà, ah bah, j'ai déjà su faire 2, 3 exercices. Voilà, remettre en confiance. Ça fait partie des effets qui sont assez importants dans l'encouragement des élèves. On parle parfois d'effet Pygmalion pour caractériser comme ça les situations où finalement le fait de dire aux élèves que l'on a confiance dans le fait qu'ils puissent y arriver va avoir un effet sur les apprentissages. Et là, le fait de leur laisser le temps, de leur permettre d'aller à leur rythme et de repartir effectivement en prenant du recul par rapport à ce qu'ils ont fait au collège et qu'ils ont parfois pas suffisamment réorganisé ou qui n'est plus disponible dans la durée. Moi, j'ai toujours été frappée de voir des élèves qui augmentaient de 30% et qui, en fait, multipliaient par 3 ou par 4. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raisonnement intuitif en termes de calcul mental, d'ordre de grandeur, ni rien. Et c'est vrai que tout cet aspect nous paraît assez nouveau, finalement, en lycée. On n'est pas si habitué que ça à utiliser des cahiers, même si ça commence à venir. Et c'est vrai que le déclencheur aussi, sans doute l'apparition dans les programmes, comme l'a dit Stéphane, l'accent mis à nouveau sur le numérique, l'algébrique, qui dans nos programmes précédents n'était pas aussi présent. Ils étaient présents par le travail à travers les fonctions, mais pas forcément en termes d'objets d'études eux-mêmes. Et on voit bien, pour ceux qui ont des séries technologiques, hein, les difficultés qu'il y a avec les automatismes tels qu'ils sont attendus et qui travaillent beaucoup sur des éléments en fait de collège. Donc voilà, Stéphane montrait là, vous avez dû le voir justement, des tests. Le format est tout à fait inspiré clairement des automatismes de première techno et sont sur des choses assez élémentaires, mais qui sont des blocages, et même parfois en première spécialité, qui sont parfois même des blocages. Hein.
moi, je me rappelle d'activités sur l'introduction à la dérivation, où de toute façon, les élèves bloquaient au moindre calcul et passaient complètement à côté du concept que l'on voulait introduire. Donc voilà, c'est cette idée-là. Je remercie les éditions Belin de nous avoir permis de faire ce cahier qui est effectivement assez original dans la forme. Il a été prévu pour du parascolaire, mais on se rend compte qu'il répond aussi à des besoins et qu'il peut être vraiment une aide en classe également. Merci beaucoup Marie-Hélène et Stéphane pour cette présentation. On a en effet déjà eu quelques questions et remarques du côté du chat. N'hésitez pas à venir justement poser vos questions dans l'outil de conversation. Je vais peut-être juste reprendre aussi les remarques, notamment en plus positives, où on vous félicite pour votre travail de qualité. J'ai l'impression qu'il est très apprécié. Et au niveau du coup des questions, on avait une première question qui était si il était prévu des exercices Scratch, Excel et GeoGebra. Alors, pas dans celui-ci. Ça, on ne l'a pas dit, mais la volonté a été vraiment de se centrer sur le calcul, pas sur l'utilisation du calcul, l'intelligence du calcul qui va être absolument nécessaire aussi dans de très nombreuses situations, ne serait-ce que pour étudier des fonctions. On est vraiment centré là sur les automatismes de calcul, justement, qu'il faut maîtriser pour pouvoir passer, je dirais, à une maîtrise à un niveau de maîtrise supérieur. Non, mais il est prévu une suite. Oui. Disons que c'est un premier cahier qui était justement sur ces aspects de calcul. Il est prévu une autre suite, notamment sur les fonctions. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'outils. Il y a déjà quand même je le signale, puisque mon collègue nous pose des questions sur Scratch, un cahier pour le lycée, un cahier Python, qui s'appuie justement sur Scratch et en particulier pour donner, je dirais, une espèce de dictionnaire qui peut permettre aux élèves de passer assez rapidement d'un programme Scratch à un petit programme simple et à transférer ses connaissances Scratch en Python assez rapidement. Parce que les élèves ont appris plein de choses sur Scratch. Ils ont appris les structures de base. Donc là, on s'éloigne du cahier, mais je profite de cette question pour en parler. Et c'était un petit peu la même idée, en fait, déjà pour nous. Alors, le nom de ce livre, c'est le cahier Python seconde, qui est aux éditions Belin aussi, que vous pouvez feuilleter. Il doit être feuilletable en ligne encore. Il est sorti l'année dernière. Et c'est le même principe, c'est un cahier. Donc, vous avez des exercices et les élèves peuvent tout à fait aller à leur rythme, selon leur niveau de maîtrise. Alors là, des contenus mathématiques et de Python. Ben voilà, Stéphane, tu avais ta librairie, donc tu le montres, voilà. Super. Je vous mets le lien dans la discussion et je vous le remettrai. De toute façon, là, je vous fais un petit mail de récap avec l'enregistrement, etc. à la fin d'ici demain matin. Et je vous remettrai du coup le lien aussi du cahier Python dans ce mail-là, comme ça. Voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'on est tout à fait, intéressé par ces demandes, ces besoins. Nous, on est vraiment parti d'une démarche d'aide. On a été formateurs donc tous les deux et on est parti de cette démarche d'aide aux élèves et aux collègues pour mettre en œuvre les programmes. On avait une autre question aussi qui était s'il existait en version numérique. Il ne me semble pas. Alors, il y a le PDF numérique feuilletable, mais a priori, il n'y a pas d'activité interactive associée. On est dans une... voilà. Cahier, oui, et en particulier parce que c'était du parascolaire. Il n'était pas fait pour la classe, il faudra voir les développements ultérieurs. Je ne sais pas si en attendant, il restait un point que vous vouliez... Les petites BD, moi je sais que les élèves en sont très, très friands. On a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de profiter de cette mise en relief. Du coup, ça permettait d'insister sur des éléments qu'on sait difficiles et de le mettre en BD, ça permettait de l'exprimer et d'attirer l'attention dessus. Donc du coup, par exemple, là, on a une petite BD où toujours cette question de est-ce que 10% pendant 3 ans, c'est la même chose que 30%?
Et ben, le fait de l'avoir en BD, et avec cet élève qui cherche, qui se casse la tête un petit peu sur cette question-là, je ne sais pas si vous voyez bien la BD, je ne sais pas si je peux encore zoomer dessus. Voyez, hop, je vous la remets un peu plus grand. Et ben, ça questionnait un petit peu les élèves et ils se souvenaient de la BD après coup. C'était devenu une référence. Ah oui, c'était comme le coup des parents qui essayaient de faire croire à leurs enfants qui lui laissaient le choix entre 30%, c'était finalement une arnaque et c'était devenu pour eux une situation de référence, cette BD. En effet, oui, on me demande du coup le lien pour consulter le PDF. Je vous le mets aussi dans la discussion et pareil, je vous le remettrai du coup dans le mail de demain avec toutes les informations. Comme ça, vous l'aurez aussi par mail pour pas le perdre si jamais. Et donc, puis voilà, comme ça, vous pourrez. Donc, il est disponible, je pense, aux éditions Belin et dans les librairies, c'est bien ça, je crois. Bien sûr, disponible en librairie. Je peux vous remettre aussi du coup le lien vers la fiche produit du site internet où il est à 5,90 €. Le voici. Et oui, bien sûr, il est à la fois disponible sur le site internet et en librairie. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, je n'ai pas l'impression. Bon, c'est. Je pense que vous avez. Il faut. Voilà. 30 minutes claires et précises. C'était une super présentation. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir été aussi avec nous. Alors, peut-être une question. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement comment l'élève peut l'utiliser avec les exercices de son manuel de cours? Comment avoir les deux manuels plus cahiers? Alors, c'était vraiment ces deux objets qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'automatismes, des choses comme ça qu'on était obligé de reprendre en disant ça c'est de l'ancien, mais donc du coup, dans les manuels scolaires, on n'avait pas cette graduation qui permettait de tout reconstruire ou pas la remédiation qui était construite totalement. Il y avait des exercices techniques, mais il manquait l'étape remédiation. Donc, c'est un peu un objet à côté d'eux. C'est à côté du manuel. Alors, ça permet comme ça de dire, sur factorisation, quand on veut retravailler l'ancien avant vraiment de s'attaquer au programme complètement au programme de seconde, et de réassurer cette transition en une ou deux pages. Moi, je reprends mon exemple de factoriser qui a été pour moi assez parlant avec mes élèves. C'est que j'ai commencé par ce travail-là, disant je reprends mes bases de collège avec ces 3 pages. Je les ai prolongées vers la seconde pour les élèves. Et puis tout d'un coup, j'ai pu enclencher l'utilisation de ça dans le cadre du manuel classique qu'on utilise. Mais c'était un peu ici pour moi un préalable. Après, certains collègues s'en servent plus en remédiation spécifique, donc vraiment comme un objet à côté. Moi, là, sur factorisation, c'était la restructuration, la remobilisation avant de passer complètement aux objets de seconde. Merci Stéphane. On nous demande aussi, nouvelle question, s'il est prévu dans le même esprit un cahier 6e et 5e. Pas encore. Et donc la demande est notée. Voilà. C'est vrai que toutes les transitions, tous les passages d'un cycle à l'autre, et là, 6e, 5e, on est très clairement un passage du cycle 3 au cycle 4, sont des moments de rupture qui peuvent être importants pour les élèves. Alors, un petit peu moins entre le cycle 3 et cycle 4 au niveau 6e, 5e, puisqu'il est déjà au collège. Mais on sait qu'au lycée, on a des élèves qui étaient un petit peu en difficulté au collège, qu'il faut aider à l'entrée en seconde, mais on a aussi parfois des élèves qui avaient l'impression que tout allait bien au collège et puis qui connaissent des difficultés
en seconde, sans forcément comprendre vraiment pourquoi, et il y a derrière des logiques d'apprentissage et des logiques vis-à-vis des savoirs et des apprentissages. Stéphane en donnait un exemple tout à l'heure, des élèves qui ne voyaient pas l'intérêt de faire un exercice s'ils avaient déjà la réponse, quoi, et qui passent à côté de l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de refaire des exercices pour remobiliser des techniques, mais bien d'essayer de comprendre ce que l'on fait en répondant à la question. Et cette façon d'avoir un recul sur les objets qui ont été introduits au collège, là on montrait les pourcentages par exemple, le tableau qui était montré tout à l'heure, ce sont des choses qu'on fait dès la 6e en fait. Et qui sont parfois perdus au niveau de la seconde. On a un peu la même chose avec les décimaux. Bah, tu viens de passer la droite numérique. Avec voilà, le programme de seconde insiste, par exemple, sur la connaissance d'un certain nombre d'écritures fractionnaires de base, de leur passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, qui sont celles-ci. Et on voit bien le lien qu'il va y avoir avec les pourcentages, après, avec une espèce d'échelle de pourcentage. Et tout ça, on ne peut pas le mettre dans un manuel de seconde. Évidemment, on est sur le programme de seconde. Et ce regard, cet axe vertical de la 6e à la seconde, pour nous, il est vraiment très, très important. Moi, je sais qu'en lycée, avec des élèves en grande difficulté, j'ai souvent pu constater que les difficultés venaient, alors pas à partir de la 4e, comme il me le disait, parce qu'il y avait des X, mais bien avant. L'écriture des nombres décimaux n'est pas forcément très, très bien maîtrisée encore par certains élèves. Quand on remonte comme ça, remonter des concepts, pour trouver les sources des difficultés des élèves, on a parfois des surprises en se disant, mais finalement, ils sont passés à travers, ça ne se voyait pas, mais il y a des choses qui se sont pas mises en place au fur et à mesure de l'apprentissage. Et c'était l'objectif de ce cahier, c'est d'essayer de faire ce lien. Vous avez appris plein de choses au collège, et voilà, voilà, vous savez tout ça. Il va falloir l'automatiser pour pouvoir aborder de façon plus sereine le lycée. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui est arrivée là, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Oui, une dernière question. C'était quel argument vous donnez aux élèves pour ne pas qu'ils se contentent de recopier les corrections, quand on parlait justement de ne pas faire l'exercice parce qu'il y a déjà la correction? Alors, c'était l'argument de dire que si je faisais ça avec eux, c'était pour qu'ils soient capables de le faire dans d'autres situations, et que du coup, c'était pas la réponse, mais la manière d'accéder à la réponse qui m'intéressait. Et du coup, si je travaillais aujourd'hui ces choses vraiment très automatiques, ces automatismes, c'était pour qu'on puisse le mobiliser dans des exercices plus intéressants. Et donc, du coup, de se dire que c'était vraiment le savoir-faire que je travaillais indépendamment de la réponse. Ça ne convainc pas tout le monde, hein. mais bon, ça marchait pour certains. C'est un essai, il faut en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. On vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, Marie-Hélène et Stéphane, d'avoir été avec nous. Je remercie aussi tous les participants d'avoir été présents et pour votre intérêt, vos questions et vos remarques ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.